En 1993, j'avais presque 13 ans. De cet été-là, je me souviens que du matin au soir non-stop, je jouais avec mes copains dans le quartier. Et quand le soir venait, comme souvent avec les enfants, ça n'était jamais assez. On voulait encore s'amuser. Alors j'ai appelé mes parents et je leur ai demandé si je pouvais rester dormir chez les Van Wagenen. Cette nuit-là, on a dormi au sous-sol. Je me souviens qu'à un moment, je me suis réveillé parce que quelqu'un avait la main dans mon pantalon. J'ai regardé la main et j'ai compris que c'était une main d'adulte. Un de mes amis dormait sur le canapé et l'autre dormait par terre. Je me sentais vulnérable. Ensuite, je me suis assis et j'ai vu Sterling Van Wagenen dans un coin de la pièce. Il s'était mis un peu en retrait. Dans sa main, il tenait une télécommande qu'il pointait en direction de la télé. Il ne m'a même pas regardé. Il fixait la télévision. Alors je me suis levé, j'ai remonté les escaliers aussi vite que possible et je suis allé me réfugier dans la salle de bain. Je m'y suis enfermé jusqu'au lendemain matin. Heureusement, le lendemain, je n'ai pas vu Sterling. Il n'était pas là. Ma mère est venue me chercher et j'ai vidé mon sac. Je lui ai raconté ce que Sterling m'avait fait. Elle m'a regardé et elle est devenue toute pâle. Elle semblait morte de honte. Elle a juste dit « Oh non ». J'avais tellement peur. J'arrêtais pas de me dire que quelque chose de très grave aurait pu se passer cette nuit-là. S'il savait que j'avais vu. Surtout qu'il avait une carrière, qu'il était connu. Je me disais qu'il allait me tuer pour que ça reste un secret. Mes parents ont décidé de ne pas se rendre immédiatement au poste de police. Ils sont allés voir le chef de l'église mormone, qui était aussi le chef de notre paroisse, et un ami de mon père. Mon père lui a expliqué ce qui m'était arrivé. Apparemment, Sterling était allé chez le psychologue et lui avait raconté ce qu'il m'avait fait. Au regard de la loi, le psy était donc dans l'obligation de dire à Sterling de tout raconter à la police. Sterling signale donc à la police ce qu'il a fait. Mais lorsque la famille de Sean refuse de participer à l'enquête, c'est l'église qui décide de prendre le relais. Il faut bien comprendre qu'au sein de la communauté mormone, la croyance populaire voudrait que la thérapie ecclésiastique soit le meilleur moyen de régler ce genre de situation. D'abord, on essaie la thérapie ecclésiastique et seulement après, on fait appel à la police. Sean doit donc passer à autre chose et continuer de vivre sa vie, tout en se demandant pourquoi l'Église n'en a pas fait davantage pour le protéger ou pour sanctionner son agresseur. Sean et moi, nous nous sommes mariés en 2004. Seulement 3 mois après nous être rencontrés. C'était un peu dingue. Tout le monde nous prenait pour des fous. Regarde. Ça, c'est ma robe de mariée mormone. J'en garde un bon souvenir. C'était une super journée. C'est drôle, parce que dans les mariages mormons, normalement, on n'est pas là pour s'amuser et pour danser. C'était un mariage plutôt sobre, mais on s'est quand même amusé. Crystal a dansé comme une folle. Joli! Nous avons 4 enfants. Sean s'implique beaucoup dans son rôle de père. Et il est très protecteur. Qu'est-ce que tu vas faire?
Quelle puissance! Avoir des enfants, c'était mon rêve. Je voulais être père. Il y a plein de facettes de la paternité que j'adore. Mais je dois admettre qu'il y a aussi des aspects qui semblent impossibles à surmonter, qui sont difficiles et qui me terrifient. C'est pas simple à gérer quand on est très protecteur. Il a fallu de nombreuses années avant de pouvoir laisser les enfants aller jouer dehors ou chez des copains. Il voulait que j'aille parler à la maman, lui poser des questions, lui demander si elle resterait chez elle pendant que les enfants jouent. Je lui disais oui, bien sûr qu'elle serait chez elle. Il demandait aussi si le papa serait là. Je ressens ce besoin de protéger mes enfants. Ma femme et moi avons été des membres actifs de la communauté mormone pendant 20 ans de notre vie adulte. Plus le temps passait, plus nous étions sceptiques. J'émettais de plus en plus de doutes et de critiques envers l'Église, envers ses pratiques, ses croyances et ses dirigeants. Un jour, Crystal s'est approchée de moi et m'a dit « Et si ça n'était pas vrai ?» J'ai répondu « Qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» Elle a réitéré « Et si ce que l'Église mormone nous dit n'était pas vrai ?» Je me souviens que je suis resté bouche bée parce que ma femme a toujours été beaucoup plus pieuse que moi. Crystal et moi avons délaissé notre religion en avril 2018. Quand on a quitté la communauté mormone, on s'est vraiment émancipé. Parce qu'on n'avait plus à se plier à l'autorité de quiconque. Je pouvais agir sous ma propre autorité. Je crois que c'est cette émancipation qui m'a motivé. Affranchi de ceux qui n'ont pas su le protéger, Sean est enfin libre de réclamer justice. Il décide donc de revoir Sterling et de lui parler de ce qu'il lui a fait. En septembre 2018, j'ai écrit une lettre à l'épouse de Sterling, dans laquelle je lui expliquais que ce qui s'était passé me hantait depuis que j'étais devenu adulte, et que j'avais besoin de savoir que ses enfants n'étaient pas en danger, que des mesures avaient été prises. Puis j'ai contacté les enfants des Van Wagenen, chacun leur tour, et l'un d'entre eux m'a conseillé de rencontrer Sterling directement, afin que je puisse réellement tourner la page. Sean a entrepris une démarche qui est, pour beaucoup je crois, inhabituelle. C'est pour le moins atypique de contacter Sterling afin de se revoir pour discuter. Et c'est tout autant surprenant de savoir que Sterling a accepté de le rencontrer. Je me suis dit que s'il était d'accord, s'il voulait bien qu'on se rencontre, il fallait que je saisisse cette chance. Je me disais aussi que si jamais il m'avouait qu'il avait fait d'autres victimes, il fallait que ce soit enregistré, afin que je puisse utiliser cette information pour aider d'autres personnes et faire en sorte que ces victimes se manifestent et puissent parler librement. Je dois admettre que je pensais que Sean était fou. Pendant 3 jours, il m'était impossible de manger. Avant d'aller le rencontrer, j'étais pâle, faible, et j'ai dit « Crystal, je vais pas y arriver. Je peux pas lui faire face. » Et elle m'a répondu que rien ne m'y obligeait, que je pouvais laisser tomber, et que j'avais pas à m'infliger ça. Je me suis dit que non, qu'il fallait que je le fasse. Sean organise une rencontre avec Sterling au domicile d'un ami. J'ai caché un enregistreur dans un pot de fleurs. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Entre, Sterling. J'ai trouvé facilement la maison. On s'est installé, il était là, face à moi, pour discuter. J'ai beaucoup de questions. Je t'en prie. Très bien. Au début, c'était cordial. Presque comme 2 vieux amis qui se donnent des nouvelles. Je me suis toujours méfié des hommes. Des hommes de l'église, bizarrement. Et toi, je savais que tu étais professeur d'université, que tu réalisais des films
et que tu avais une certaine notoriété dans la communauté. Et ça m'a rendu très méfiant. J'ai entendu pas mal d'histoires. Et moi aussi. Je sais. Je vois où tu veux en venir et peut-être que tu devrais savoir que j'ai eu d'autres troubles d'ordre sexuel. D'accord? Tu comprends? De quel genre exactement? Bien, en fait, à une époque, je faisais appel à des prostituées. Je vois. Et aussi, j'ai eu 2 ou 3 relations extra-conjugales. Ok. Tu sais, à cause de ma dépression et de mon anxiété, il y a des moments de ma vie où j'ai agi de façon déplacée. Sterling cherchait probablement à tourner la page. Il s'est montré ouvert à la discussion. Et je crois qu'il a été plus honnête que Sean ne l'aurait imaginé. Et est-ce que tu as eu des aventures extra-conjugales avec des hommes? Oui, c'est arrivé. D'accord, je comprends mieux maintenant. Oui. Puis Sean a parlé à Sterling du 15 juillet 1993, date de l'incident. J'ai toujours voulu te poser une question. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ce soir-là? Bien à l'évidence, c'était une époque sombre pour moi. Les affaires n'allaient pas bien. Marily et moi, nous nous disputions beaucoup. Et d'ailleurs, ce soir-là, avant de descendre la cave, je lui ai dit que je voulais demander le divorce. Ça va te sembler bizarre, mais je m'attendais à ce qu'elle me dise non, je ne veux pas. Mais au lieu de ça, elle a dit d'accord. Oh, Et ça, je dois dire que ça m'a bouleversé. C'est ce qui m'a fait toucher le fond. Je me souviens que quand je suis sorti de mon lit cette nuit-là, j'ai fait une brève prière. J'ai dit, pitié Seigneur, pas ça. Puis je suis descendu à la cave. Je suis désolé pour la souffrance que je t'ai causée. je voulais qu'il paie pour ce qu'il m'avait fait. Je voulais qu'il y ait une justice. Je vois. Tu sais, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui a bouleversé mon enfance. Et quand c'est arrivé, tout a changé pour moi. Tu comprends? J'ai plus jamais été aussi joyeux. Après ce qui s'est passé, je me suis mis à dormir avec un couteau près de moi. Quelle horreur. Oui, un couteau de chasse. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'avais tout le temps peur du noir. J'essayais de trouver un moyen de créer du lien, de stopper l'hémorragie. Et c'est toi qui en as été la victime. J'en suis vraiment désolé. Cette nuit-là, j'étais presque certain que tu faisais subir la même chose à ton fils, qui dormait sur l'autre canapé. Je me disais que s'il m'avait fait ça, il devait sûrement leur faire aussi. J'étais sûr que c'était le cas. Non, jamais. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Je sais que tu t'inquiétais en te disant que c'était sûrement un mode opératoire qui se répétait et que j'infligeais ça à mes enfants, à mes petits-enfants. Mais ça ne s'est produit que cette fois-là. Y a-t-il eu d'autres victimes? Il m'a dit que non, jamais. Que c'était la seule et unique fois que c'était arrivé et qu'il n'y avait jamais eu d'autres incidents. Pour être tout à fait honnête, je dois admettre que j'ai du mal à te croire quand tu me dis ça. C'est difficilement entendable. Je ne me suis jamais considéré comme un pédophile. Cet incident a été vraiment horrible pour moi. J'ai été d'autant plus prudent avec mes enfants et avec mes petits-enfants parce que je ne voulais pas que ça se reproduise. Est-ce que je le croyais? Au début, oui, je crois. Je pensais que l'église mormone t'avait fait suivre une thérapie et t'avait beaucoup soutenu. Non, je n'ai jamais suivi aucune thérapie. Tout ce qu'il y a eu, c'est un conseil de discipline. Et moi, pourquoi ils ne m'ont pas soutenu? Pourquoi personne s'est soucié de mon bien-être quand tu leur as dit ce que tu avais fait? Pourquoi personne ne s'est posé la question de savoir comment se sentait ce petit garçon de 10 ans? J'aimerais aussi avoir la réponse à ces questions. Sean a enfin le fin mot de l'histoire. Mais une question persiste.
Pourquoi ses parents ou l'Église n'en ont pas fait davantage pour le protéger? Dans ma famille, on ne parlait pas librement des attouchements que j'avais subis. Alors que ça aurait pu m'aider à avancer. Je pense que ma famille se disait que puisque j'avais une forte personnalité, je m'en sortirais. Pourquoi mes parents n'ont pas engagé des poursuites contre Sterling Van Wagenen? À l'époque, les victimes d'agressions sexuelles ne parlaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Si elles osaient le faire, elles pouvaient craindre de se faire embêter à l'école, que les gens se fassent des idées, tirent des conclusions hâtives. J'avais peur qu'on grossisse le trait, qu'on se moque de moi, parce qu'un homme avait eu des gestes sexuels envers moi. C'est notamment pour ça que de nombreux hommes ont peur de parler. Est-ce que mes parents essayaient de me protéger? Est-ce qu'ils ont agi de la sorte pour de bonnes raisons? Oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils auraient dû porter plainte. Je ne trouve pas ça si bizarre que ça, qu'ils aient choisi de régler cette histoire au sein de la communauté religieuse, plutôt qu'en passant par le système de justice pénale. Ce n'est pas si bizarre que ça, compte tenu du contexte culturel en 1993, aussi bien au sein de l'Église que dans la société en général. Je pense qu'ils en ont parlé avec le chef de la paroisse et qu'ils ont finalement décidé que c'était plus simple de régler ce problème par le biais de la communauté mormone. L'autre raison pour laquelle ils n'en ont pas parlé à la police, c'est que dans la religion mormone, il y a une importante culture du pardon. On nous apprend que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons tous besoin d'être pardonnés. C'est un peu la culture de celui qui n'a jamais fauté me jette la première pierre. Ils se servent de ces vieux enseignements pour manipuler. Les personnes les plus haut placées du clergé vous disent de lâcher l'affaire et elles vont même jusqu'à vous dire « Je suis sûr que tu voudras laisser ce problème aux mains du Seigneur. Dieu sait gérer ce genre de choses avec miséricorde et avec justesse. Je sais que tu fais plus confiance à Dieu qu'au système judiciaire. C'est de la pure manipulation. Et je crois que mes parents se sont laissés convaincre par des personnes qu'ils admiraient que ce qu'il y avait de mieux à faire, que ce qui était le plus éthique, c'était de laisser l'Église s'en occuper. D'après Sterling, l'Église l'a excommunié pour les actes qu'il avait avoués. Être excommunié, ça veut dire se voir interdire certaines choses, comme faire une prière en public, par exemple, ou se lever pour parler face à la congrégation. Sterling aurait dû aller en prison. Cette excommunication, c'est une simple tape sur la main. En réalité, ça n'a eu aucune véritable incidence sur sa carrière, ni sur son rôle dans la communauté. Tout a été passé sous silence. Ce qu'a vécu Sean, c'est un traumatisme, une agression, un viol. La première agression, c'est celle que Sterling lui a fait subir. La deuxième agression, c'est quand sa famille ne l'a pas aidé comme elle l'aurait dû. Et enfin, la troisième agression qu'il a subie, c'est quand l'Église n'a pris aucune mesure pour le soutenir. C'est comme s'il avait été agressé sexuellement 3 fois, comme s'il avait subi 3 viols de façon simultanée. En tant que victime, on se demande forcément s'il y a d'autres personnes qui portent ce secret et ne disent rien. Bien sûr. Mais c'est la seule et unique fois de ma vie que j'ai fait ça. À un enfant. Oui. Franchement, je me demande ce que sa famille pense en entendant ça. Sean Escobar a enfin obtenu l'aveu qu'il attendait tant. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de le faire entendre au monde entier.
À l'origine, Sean ne savait pas quoi faire de cet enregistrement. Il avait fait admettre à Sterling qu'il avait abusé de lui. Mais son autre objectif, c'était de savoir s'il y avait eu d'autres victimes, ce que Sterling a nié. Sean n'avait aucun moyen de prouver le contraire. Alors il s'est retrouvé sans trop savoir quoi faire. Il y a un moment de la conversation que j'ai pas tout de suite compris, mais qui m'a percuté après coup. Il s'agit du moment où je lui ai demandé ce qui lui était passé par la tête ce soir-là pour qu'il en arrive à faire ça. Et oui, il m'a répondu que juste avant l'incident, il s'était violemment disputé avec sa femme, qu'il lui avait demandé le divorce, et que quand elle avait répondu « d'accord », ça l'avait dévasté, parce qu'elle n'avait jamais voulu auparavant. Ensuite, il m'a dit qu'il était sorti de son lit, puis qu'il avait fait une petite prière, et qu'il avait senti quelque chose en lui, et c'est là qu'il a dit « Seigneur, pitié, non ». Le moment où on l'entend dire ça sur l'enregistrement, je l'ai écouté encore et encore. Parce qu'à la façon dont il dit ça, c'est presque comme s'il parlait de quelque chose de familier, qu'il avait déjà connu. Comme s'il avait déjà fait ça auparavant. Et ça, j'y pensais en permanence, ça me hantait. Même si je commençais à croire qu'il n'avait fait de mal à personne d'autre, une part de moi, beaucoup plus réaliste, me disait « Il y a d'autres victimes. T'es pas le seul et tu le sais très bien. » C'est là que j'ai décidé d'en découdre et que j'ai publié l'enregistrement sur Internet pour que d'autres personnes puissent parler librement de ce qui leur est arrivé, si elles le souhaitent. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles Sean était si hésitant, c'est l'impact que ça pouvait avoir sur sa vie. Et c'est tout à fait compréhensible. Je crois qu'il pensait aussi aux conséquences que ça pouvait avoir sur la vie de Sterling. Sean voulait tourner la page, il voulait que justice soit faite. Mais à ce stade, il croyait encore qu'il était la seule victime, et c'était il y a 30 ans. Il se demandait ce qu'il avait à gagner en faisant ces révélations et en mettant sur le devant de la scène cette affaire. Un ami m'a dit qu'il connaissait quelqu'un à qui je pouvais parler de cette histoire. Et il m'a mis en relation avec Ryan McKnight, qui travaille pour Truth and Transparency. La fondation Truth and Transparency a été créée par 2 anciens mormons qui ont décidé de divulguer des informations sur l'église mormone qui ne la mettaient pas vraiment à son avantage. Sean m'a contacté à l'automne 2018. Et il m'a expliqué un peu son parcours, ce qui lui était arrivé. J'ai trouvé que c'était une histoire fascinante. J'imagine que Sean a été séduit par ces 2 mecs un peu bizarres qui luttaient contre l'organisation qui l'avait abandonné. Le 4 février 2019, on a publié l'article, ainsi que l'enregistrement audio et le rapport de police qu'on avait réussi à se procurer. Je crois qu'il y a eu de soirées pyjama après ça. Je pense que Mary Lee a décidé de poser des limites et de ne plus prendre de risques. Je vois. On a joué la prudence. L'article a été énormément lu. Tous les gros médias se sont mis à parler de l'affaire. Some major allegations are coming out today against the co-founder of the Sundance Film Festival, also a professor at the University of Utah. Je crois que l'enregistrement a été reçu par le public comme il était destiné à l'être. Que notre lectorat a saisi l'ampleur de ce qu'avait fait Sterling Van Wagenen. Celui qui avait réalisé les vidéos promotionnelles pour l'église mormone avait abusé d'un petit garçon. Le New York Times a même parlé de l'affaire. C'était Sean. Sterling Van Wagenen avait agressé Sean Escobar. Je lui ai envoyé un message sur Facebook pour lui dire que j'avais lu l'article sur lui. Je lui ai aussi dit que je savais déjà ce qui s'était passé à l'époque. Et que tous les adultes qui, en 1993, avaient dit que ça ne s'était pas réglé de cette façon, étaient des menteurs. Lorsque l'article paraît, la réaction de l'opinion publique est sans appel. Ces révélations ont fait du tort aux universités d'Utah et Brigham Young, ainsi qu'au festival du film de Sundance, qui a dû déclarer qu'il ne soutenait pas les agissements de Van Wagenen. Sundance said in a statement in part Van Wagenen left the advisory board in the 90s, but they do denounce his behavior in recent reports.
He admitted to molesting a young boy back in the early 90s. Sterling en a évidemment subi les conséquences, mais cet article a aussi eu des répercussions sur la vie de Sean. Certains de ses amis, des amis proches, n'ont pas apprécié. Non seulement qu'il enregistre quelqu'un à son insu, mais aussi qu'il partage ce type d'informations aux médias. On m'a mis de côté de façon assez radicale. Malgré ses aveux, Sterling reste un homme libre. En effet, le délai de prescription pour son acte a déjà été dépassé. Sean se demande donc s'il n'a pas fait une terrible erreur. Je me suis torturé l'esprit à me demander si j'avais pris la bonne décision. Je me disais que j'avais gâché la vie de cet homme, que j'avais ruiné sa carrière, et peut-être pour rien, s'il n'y avait vraiment aucune autre victime. Je me suis remis en question. Je me disais que j'avais fait quelque chose d'horrible au point de développer un ulcère. J'avais jamais été aussi stressé de toute ma vie. Deux semaines après que Sean Escobar a publié l'enregistrement audio des aveux de Sterling Van Wagenen, les parents d'une autre victime contactent Sean. Et ils sont prêts à parler. Quand j'ai appris qu'il y avait eu une autre victime, je me souviens que j'ai ressenti comme un énorme soulagement. Toute la souffrance que j'avais endurée en valait la peine. Lorsque j'ai appris pour la deuxième victime, j'étais pas du tout étonnée. J'étais horrifiée qu'il y ait une autre victime, mais pas surprise. Elle avait entendu parler d'une affaire liée à Sterling Van Wagenen, qu'il avait abusé d'un petit garçon et que quelqu'un avait publié un enregistrement audio sur le net. Alors elle a cherché l'enregistrement, elle l'a écouté et elle a dit à ses parents qu'elle avait vécu quelque chose de très similaire. L'autre victime avait 13 ans à l'époque. Et donc, elle a dit à ses parents, « Voilà ce qui m'est arrivé. » Mon témoignage était valide. Je ne sais pas si ça se dit, mais on pouvait enfin me croire. 20 ans après avoir abusé de Sean, Van Wagenen est accusé d'avoir agressé un autre enfant. Et à la différence de Sean, les faits sont récents. Le ministère public engage donc des poursuites pour ces actes survenus en 2013 et en 2015. Cette fois, il est mis en accusation. Sterling ne dément pas ses allégations. Il n'a jamais dit « Non, je n'ai jamais fait ça ». D'ailleurs, il a plaidé coupable. They cannot be excused, and no apology that I could make, as I said, would be adequate in any way, shape, or form. J'ai assisté à sa condamnation. C'était vraiment un moment fort. Je tweetais en direct depuis la salle d'audience et j'essayais de restituer des phrases importantes de chaque témoignage. Mais c'était très difficile, parce que je n'arrêtais pas de pleurer. Les témoignages étaient particulièrement forts. Molesting any child in any way, in any moment, is a felony crime for a reason. I want to publicly thank Sean Escobar for his courage in coming forward with his story in the face of many people who greatly discouraged him. I am proud of my daughter for telling her sister. Tout le monde était déterminé et unanime. Il s'agissait d'un crime et pas d'une affaire interne à cette communauté religieuse. The door for the aggravated sexual assault of other children would have remained wide open if his previous crimes had not come to light.
La sœur de la victime est venue témoigner au nom de sa sœur, qui était dans la salle d'audience. Last but certainly not least, if there are other victims of either sexual assault or harassment, I want to give you yet another chance to be honest about them. Believe me, it will come out. The truth always does, and you can use myself as an example. Le moment le plus étrange de la prononciation de peine a été celui où Sterling a remercié Sean d'avoir raconté ce qui lui était arrivé. I also would like it to the court to know that I am grateful for the blessing that Sean Escobar has been to me personally and to my family in bringing all this to light. It's been a hard blessing, but it's been a blessing nonetheless, and I want to thank Sean for that very much. Quelle enflure. Sundance co-founder Sterling Van Wagenen was sentenced today for the sexual abuse of a child. Van Wagenen will spend 6 years to life in prison for acts on a young girl between 2013 and 2015. Ensuite, les policiers l'ont escorté et c'en était fini. J'ai énormément de respect pour ce qu'a fait Sean. Ça demande énormément de courage et c'est très risqué dans la culture mormone de faire ce qu'il a fait. Je pense que Sean est l'exemple même de pourquoi on peut parler de survivant plutôt que de victime. Parce qu'il a survécu à tout ça et qu'il a eu une vie pleine de succès. Il est marié, il a de merveilleux enfants et il a une carrière. Il a porté ce secret pendant longtemps, mais il est la définition même d'un survivant. J'ai dit à ma mère, tu sais maman, je crois que peu importe ce que j'ai pu faire dans ma vie ou que je ferai à l'avenir, il n'y a rien qui n'arrivera jamais à la cheville de ce que j'ai fait pour cette autre personne. Mais vous savez, mes frères et mes sœurs, ils ne m'ont jamais appelé pour me dire « Bravo, c'est super ce que t'as fait, t'as été très courageux ». C'était un crime envers un enfant. J'ai jamais eu le sentiment d'être un héros, bien sûr. Ce serait ridicule. Mais est-ce que je suis heureux de m'être battu pour le petit Sean? Celui de 13 ans? Oui, totalement. J'ai le sentiment qu'en grandissant, le Sean adulte s'est rendu compte que personne ne l'avait défendu à l'époque. Personne. Alors, moi je l'ai fait. Et ça fait énormément de bien, je peux vous l'assurer. Oh, t'as mis un pointu? On recommence?